Messieurs, bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au programme ce soir, l'accord commercial entre Bruxelles et Washington. En plein dimanche d'été, Donald Trump et Ursula von der Leyen se sont réunis en Écosse pour se mettre d'accord sur les taxes douanières et des investissements européens aux États-Unis. Et devinez quoi, c'est l'oncle Sam qui tire son épingle du jeu et l'Europe qui se tire une balle dans le pied. François Asselineau réagira dans cette édition. À Gaza, la crise humanitaire bat son plein dans un contexte de guerre de l'image et de l'information. Les négociations diplomatiques se poursuivent, mais elles ne devraient pas déboucher rapidement sur une embellie. Et puis nous reviendrons en France, nous évoquerons le feuilleton des élections municipales pour Paris qui prend désormais un ton judiciaire avec la participation de Rachida Dati, notre ministre de la Culture. La France sort perdante de l'accord commercial entre l'UE et les États-Unis. Conclu dimanche 27 juillet, le traité ficelé par Ursula von der Leyen et surtout Donald Trump devrait accélérer le désastre économique. Le point tout de suite. Je tiens simplement à vous féliciter. Je pense que c'est bien que nous ayons conclu un accord aujourd'hui, au lieu de jouer à des jeux et peut-être ne pas du tout conclure un accord. Dimanche, face à la représentante de l'Union européenne, le président américain a ficelé son accord sur les taxes douanières que pratiquera Washington. L'aiguille du verdict s'est finalement arrêtée sur 15%. Et si certains commentateurs se félicitent, expliquant que le pire a été évité, pour François Asselineau, le président de l'UPR, c'est avant tout une victoire américaine. C'est la stratégie habituelle de Trump, c'est-à-dire qu'il tape très très fort, c'est un joueur de poker menteur, et donc on négocie, il réduit ses demandes, et donc celui qui a été attaqué se sent sauvé un peu des eaux, mais en réalité Trump a gagné. Il faut savoir que les droits de douane versés par l'Union européenne aux États-Unis, qui étaient de l'ordre de 7 milliards d'euros par mois, vont passer à 27 milliards d'euros par mois. Ce sera un quadruplement, donc c'est quand même un grand succès pour Trump. Un grand succès pour Donald Trump qui suffit pourtant à ravir la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Nous avons un accord. Nous avons un accord commercial entre les deux plus grandes économies du monde. Et c'est un accord important. C'est un grand accord. Cela apportera de la stabilité. Cela apportera de la prévisibilité. C'est très important pour nos entreprises des deux côtés de l'Atlantique. Ce sont des tarifs de 15% sur tout compris. Et les investissements que Monsieur le Président vient de décrire. 15% tout compris et des investissements. Des investissements qui atteindront la coquette somme de 600 milliards de dollars, auquel il faut ajouter l'engagement européen d'acheter 750 milliards de dollars d'énergie américaine sur 3 ans. Une décision dont on ignore encore les implications concrètes. Moi, la première question que je me pose, c'est comment ça va se passer concrètement. Ça veut dire que l'Union européenne va donner instruction à, par exemple, à Total Energy d'acheter du gaz aux États-Unis. Enfin, comment ça va se passer concrètement? En fait, ces ultralibéraux nous emmènent dans une nouvelle URSS totalement administrée. Les firmes énergétiques seront donc sommées d'acheter américain. Et c'est sans compter l'incohérence de la décision dans une Union européenne qui se gargarise d'écologisme. En effet, après avoir renoncé aux énergies russes, avec une politique de sanctions sans limite et sans résultat efficace contre Moscou, Bruxelles plébiscite désormais l'achat massif d'énergie américaine polluante et nocive pour l'environnement. Une remarquable équation dans laquelle la France sera en plus parmi les pays les plus perdants. Trump voulait négocier pays par pays et des gens comme Macron ont exigé de faire alliance avec l'Union européenne. Mais si on avait négocié pays par pays, la France en serait beaucoup mieux sortie. Puisque pour résumer cet accord, c'est un accord qui favorise l'Allemagne, puisqu'en gros, l'industrie automobile allemande et la sidérurgie allemande, et puis celle de certains pays de l'Est, tirent leur épingle du jeu avec une diminution des droits de douane. En revanche, ceux qui sont pénalisés, ce sont d'abord et avant tout les produits français, accessoirement espagnols et italiens. On craint, par exemple, dans le domaine des produits de luxe et de la maroquinerie, 300 millions d'euros de pertes et 5000 emplois supprimés en France. Voilà, c'est-à-dire que l'Allemande von der Leyen a négocié les intérêts supérieurs de l'Allemagne au détriment des intérêts français. C'est ça ce qu'on appelle la solidarité européenne.
Un deal, comme dit Donald Trump, qui nuira donc aux intérêts français que personne n'a vraiment défendu dans l'opération, comme le déplore avec véhémence François Asselineau. Les seuls qui défendent les intérêts français, ce sont les Frexiteurs. On a un concert de pleureuses, Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, Monsieur de Villepin. Tous ces gens ont des mots les plus durs qui soient contre cet accord. Il y en a d'autres qui, eux, se cachent carrément. Monsieur Zemmour, Madame Knafo sont trop occupés à s'occuper de défendre l'État israélien pour s'occuper des intérêts français. Monsieur Bardella, Monsieur Bellamy, tout le monde s'est carapaté. On a affaire à des européistes qui n'ont aucune réponse. Ils se lamentent dans le meilleur des cas de la situation, mais ils n'apportent aucune solution concrète qui ne dépende que des Français. Ce que l'on refuse de comprendre dans toutes ces histoires, c'est que le concept même de construction européenne est faux depuis le début. L'union ne fait pas la force, l'union fait la faiblesse, puisque quand vous additionnez des gens dont les intérêts sont opposés, il est forcé que celui qui est à la tête de tout ça favorise certains intérêts plutôt que d'autres. Toujours est-il que la France se retrouve à nouveau avec un coup de poignard européen dans le dos. D'aucuns diraient même que c'est peut-être le coup de grâce. Une crise humanitaire dramatique, une solution diplomatique au point mort et une guerre des images qui se poursuit. À Gaza, des dizaines de décès pour malnutrition ont été recensés au mois de juillet. Explication, Olivier Frère-Jacques. La crise humanitaire à Gaza atteint des niveaux critiques marqués par une malnutrition galopante dans un contexte de blocus. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 74 décès liés à la malnutrition ont été recensés depuis janvier 2025, dont 63 pour le seul mois de juillet, incluant 24 enfants de moins de 5 ans. L'OMS dénonce un blocage délibéré de l'aide humanitaire, aggravant une situation où 470 000 personnes vivent dans des conditions proches de la famine, selon le Programme alimentaire mondial. Un tiers des 2,1 millions d'habitants n'a pas mangé depuis plusieurs jours et 90 000 femmes et enfants nécessitent un traitement nutritionnel d'urgence. Les infrastructures hydrauliques, détruites à 80%, rendent l'accès à l'eau potable quasiment impossible, exacerbant la souffrance. Face à ces accusations, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou joue la carte de la victimisation et affirme que son État n'entrave pas les convois humanitaires. Israël est présenté comme s'il menait une campagne de famine à Gaza. Quel mensonge éhonté! Il n'existe aucune politique de famine à Gaza et il n'y a pas de famine à Gaza. Nous autorisons l'aide humanitaire à Gaza pendant toute la durée de la guerre. Et pourtant, face à la pression internationale, Israël a annoncé dimanche une pause tactique quotidienne de 10h à 20h dans certaines zones, Al-Mawassi, Deir al-Bala et Gazaville, pour faciliter l'acheminement de l'aide. Le président américain Donald Trump a lui soutenu son allié israélien, s'offusquant même que Washington ne se voit pas remercié pour ses largesses financières supposées à l'endroit de la Palestine. On aimerait bien que quelqu'un dise merci quand même. Personne n'a rien donné. On a donné 16 millions de dollars pour de la nourriture à Gaza. Et personne n'en a parlé. Dimanche, des camions du Croissant Rouge égyptien transportant 1200 tonnes de nourriture ont franchi la frontière via Rafah, tandis que 25 tonnes ont été parachutées par la Jordanie, les Émirats arabes unis, mais aussi par Israël. Cependant, l'ONU et des ONG critiquent ces parachutages jugés coûteux, inefficaces et dangereux, plaidant pour un cessez-le-feu et un accès terrestre sécurisé. Malgré ces mesures, 27 personnes ont été tuées le même jour, dont 13 lors de distributions alimentaires, selon la défense civile palestinienne. Et alors que se joue la vie de milliers d'êtres humains, la gauche mélenchoniste poursuit son opération de communication, participant à la fameuse flottille pour la liberté, un mouvement qui se revendique non violent et voulant briser le blocus. Après un premier échec, son deuxième navire, Andala, parti d'Italie avec 21 militants, dont 2 élus françaises de la France insoumise, a été intercepté par Israël samedi dans les eaux internationales. Censé être chargé de matériel médical et alimentaire, le bateau a été conduit à Ashdod. Ses passagers arrêtés, suscitant des accusations de violation du droit international par Israël. Les médias israéliens relayent par ailleurs la présence de drogue sur le bateau, à savoir 21 unités de hashish. Cette drogue aurait été retrouvée sur une Norvégienne d'environ 70 ans qui fait partie des moussaillons arrêtés. Véritable possession de drogue ou coup monté des gardes-côtes israéliens.
Difficile de savoir, mais la présence d'élus insoumis à bord, parfois consommateurs et toujours défenseurs des drogues, peut laisser supposer qu'il n'est pas impossible que l'international de punk à chiens qui se trouve dans ce type de bateau soit en possession d'une telle marchandise. Au-delà du marketing humanitaire cynique des insoumis, le canal diplomatique est à l'arrêt, ou presque. Si la reconnaissance tardive de l'État palestinien par la France, annoncée pour septembre 2025 à l'ONU, a été saluée par la Turquie et le Brésil, elle ne pèse pas lourd au niveau international et servira surtout de hochet à Emmanuel Macron pour la conférence coprésidée par la France et l'Arabie Saoudite à New York à la rentrée. L'absence d'Israël et des États-Unis sur leur propre sol pour cette conférence montre déjà la limite de l'initiative. Reste que cette conférence aura le mérite de faire parler encore du drame qui se joue à Gaza, avec près de 60 000 morts arabes selon le ministère de la Santé de Gaza. Une course à la mairie de Paris plus mouvementée que prévu. Rachida Dati a misé sur une alliance avec la Macronie et un reniement de ses prises de position pour viser la capitale, mais ses affaires judiciaires la rattrapent. Le point, Renaud de Bourleuf. Un remake de 2017 pour les élections municipales de Paris. Mardi 22 juillet, Rachida Dati, ministre de la Culture et maire du 7e arrondissement de la capitale, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour corruption et trafic d'influence. Rappelons qu'il s'agit des 900 000 € que Rachida Dati aurait touchés entre 2010 et 2012 de la part de l'entreprise Renault. Des honoraires perçus en toute confidentialité, voire en toute opacité, avec très peu d'éléments matérialisant son travail. Précisons que lors de cette période, Rachida Dati venait de quitter le ministère de la Justice. Tout en étant députée européen, elle effectuait des missions de conseil. Ainsi, elle est soupçonnée d'avoir touché cette somme de 900 000 € de la part de l'entreprise Renault en échange de lobbying au Parlement européen, ce qui est formellement interdit. Rachida Dati a d'abord été placée sous le statut de témoin assisté, puis en 2021, mise en examen et enfin renvoyée au correctionnel. Une audience aura lieu le 29 septembre pour fixer la date du procès. Un feuilleton judiciaire qui arrive au mauvais moment, alors que Rachida Dati se voit maire de Paris en mars prochain. Est-ce qu'on doit être rassemblés pour gagner Paris? Moi je vais vous dire, malgré les fossoyeurs, malgré ceux qui ne voulaient pas de la loi PNM, je voulais aussi remercier Jean et Sylvain Maillard d'ailleurs, qui ont porté ce texte qui, je l'espère, sera validé par le Conseil constitutionnel, parce que là, ça change la donne. Nous, on ne connaît que le combat, on ne connaît que les convictions et on ne connaît que l'unité. Je veux dire, Paris, je vous amènerai à la victoire. Rachida Dati espère prendre sa revanche après 2020 en s'alliant avec la Macronie. De là à penser que c'est pour cette raison qu'elle a rejoint le gouvernement en janvier 2024, il n'y a qu'un pas. Peu de temps avant, en 2021, elle ne semblait pourtant pas vraiment croire en cette force politique. Mais c'est un parti de quoi? Moi, j'ai du respect pour les écologistes, même le Parti socialiste. Il est fondé sur une doctrine, une idéologie, des convictions. On a des positions. En Marche, c'est quoi? C'est des traites de gauche, des traites de droite. Paris vaut bien un retournement de veste. Au moment de sa nomination au ministère de la Culture, on murmurait dans les couloirs de LR que l'existence d'un accord en vue des élections municipales était une évidence. L'ancien président de l'UMP, Jean-François Copé, jugeait qu'il était peu probable qu'Emmanuel Macron nomme quelqu'un au gouvernement avant de lui donner un adversaire pour une élection municipale. Emmanuel Macron avait alors démenti. Nous n'avons pas parlé de Paris, vous aurez du mal à me croire quand je vous dis ça, mais c'est vrai. Mais en juin, Complément d'enquête a dévoilé un enregistrement d'une visioconférence que Rachida Dati a tenue le jour de sa nomination avec une dizaine d'élus parisiens LR. Elle y affirmait que son poste de ministre était bien dû à un accord politique en vue de la mairie de Paris. Et donc, on aura une assurance qu'il y a un candidat unique et que l'alternance, on puisse la porter. Ça a été tout le sujet de cet après-midi. Mais tout le monde à droite ne l'entendait pas ainsi. En mars, le sénateur LR de Paris, Francis Spinner, ancien maire du 16e arrondissement, a déclaré sa candidature. L'avocat qualifiait alors Rachida Dati de candidate du macronisme. Mais il concurrence aussi Rachida Dati dans les tribunaux. Il est visé par une enquête pour corruption. En 2023, il aurait promis un logement social dans le 16e arrondissement de Paris à Aïcha, âgée de 26 ans, en échange de faveurs sexuelles. Au total, il y aurait eu pas moins de 3 relations sexuelles, dont une dans son bureau de la mairie du 16e arrondissement. Reste à savoir quelle sera l'attitude au sein du parti Renaissance. Des rumeurs ont tourné autour d'une candidature du Premier ministre déchu, Gabriel Attal, mais en mars, le principal intéressé a rejeté cette possibilité. En revanche, Horizon, le parti d'Édouard Philippe, a investi Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris, élu dans le 18e arrondissement. À gauche, elle aura face à elle le communiste Yann Brossat, l'écologiste David Béliard et le socialiste Emmanuel Grégoire, tous les 3 conseillers de Paris, et à droite, le député européen RN Thierry Mariani. Mais elle semble avoir identifié pour adversaires les juges. Pourquoi? Parce que des adversaires,
Certains instrumentalisent de manière un peu honteuse. L'ancien ministre de la Justice se retrouve en situation d'arroseur arrosé. Et nous partons à présent faire un rapide tour de France. Les amis de Mélenchon perturbent une messe à Paris. Samedi soir, une messe à l'église de la Madeleine dans le 8e arrondissement de la capitale a été perturbée par 5 militants se revendiquant de la défense de la Palestine. Vers 18h50, les individus ont pénétré l'édifice en scandant « Vive la Palestine » et en brandissant des kéfiers, provoquant l'indignation de plusieurs fidèles qui leur ont demandé de quitter les lieux. Des images de l'incident diffusées sur les réseaux sociaux montrent des individus au milieu de l'assemblée. Après un appel à la police, les manifestants ont été contrôlés sur le parvis de l'église où ils ont annoncé prévoir d'autres actions similaires dans des églises parisiennes ce dimanche. Téméraires, mais pas trop, ils n'ont pas prévu de pareilles mobilisations dans d'autres lieux de culte. Pourtant, les chrétiens sont aussi victimes des bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Depuis, les 5 individus ont été relâchés. La journée de défense et de citoyenneté, ex-JAPD, va se militariser. C'est une sorte de compromis entre le service citoyen voulu par Emmanuel Macron et l'ancienne formule qui devrait voir le jour. Les jeunes Français de 16 à 25 ans auront à partir du mois de janvier une initiation au tir sportif laser, à des jeux de stratégie et partageront une ration militaire. La journée débutera par le lever des couleurs et la Marseillaise et se conclura par la remise d'un bleuet de France en hommage aux anciens combattants. Cette réforme, fort superficielle, suscite des critiques et semble enterrer définitivement les rêves macroniens de service national universel qui aurait coûté encore plus cher. Louis Boyard verbalisé pour un barbecue sauvage. Le député insoumis de la 3e circonscription du Val-de-Marne et ancien dealer a organisé le 11 juillet dernier un barbecue public sans autorisation de la commune, agrémenté d'affichage sauvage à Villeneuve-Saint-Georges, la ville dans laquelle le député a aussi brigué la mairie. C'est d'ailleurs l'édile issue des Républicains, Christelle Niasme, qui lui a infligé une amende et lui a adressé une missive pour lui reprocher ses agissements. Louis Boyard a confirmé ne pas avoir demandé d'autorisation, arguant que la mairie mettait toujours plusieurs mois à répondre à ses requêtes. L'histoire ne dit pas si Sandrine Rousseau approuve cette opération barbecue, qu'elle considère pourtant être un odieux symbole de virilité. Un réseau de fraude sociale dans le 93 démantelé. C'est un dossier énorme pour des extorsions qui donnent le vertige, plus de 5 millions d'euros. Le parquet de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, poursuit en effet 2 hommes pour travail dissimulé, escroquerie, fraude fiscale et blanchiment. Un bon palmarès qui aurait évité 3 900 000 euros de cotisations, 840 000 euros d'impôts et quelques 600 000 euros d'opérations de blanchiment. Les compagnes des suspects sont aussi sur le banc des accusés et au moins 4 sociétés dites éphémères sont dans le viseur. Cette affaire est née en 2023 après plusieurs signalements liés à des vendeurs à la sauvette de cigarettes. L'enquête avait alors mis en lumière une quinzaine d'entreprises défaillantes qui fermaient rapidement dès que les failles étaient mises à nu. À noter que le procureur a précisé que certains faits étaient prescrits. Tout porte donc à croire que la fraude devrait être bien au-delà de ces 5 millions. Et l'on poursuit avec l'actualité internationale. L'Afrique centrale sous le joug des djihadistes. Dans la nuit de samedi à dimanche, une attaque attribuée au rebelle ADF affilié à l'État islamique a visé une église catholique à Komanda, dans la province de l'Ituri, au nord-est du pays. Selon des responsables locaux et religieux, au moins 31 à 38 personnes ont été tuées, dont des enfants de la croisade eucharistique. 6 personnes ont été grièvement blessées. Plusieurs jeunes ont été enlevés sans nouvelles depuis. L'attaque, survenue après des mois d'accalmie, a également entraîné l'incendie de maisons et commerces. Les islamistes de l'ADF, originaires d'Ouganda, sévissent dans l'est de la RDC. Les autorités locales appellent à une intervention militaire urgente. Tensions inédites en Asie du Sud-Est. Depuis le 24 juillet, des combats en cours entre la Thaïlande et le Cambodge, marqués par des frappes aériennes, des attaques de chars et des tirs d'artillerie, faisant une trentaine de morts, principalement des civils, et déplaçant plus de 130 000 personnes en Thaïlande. Ce conflit frontalier est ravivé par des disputes territoriales centenaires centrées sur la région du temple de Preah Vihear, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les désaccords portent sur la délimitation de la frontière définie par un traité de 1907 et une décision de la Cour internationale de justice en 1962
qui attribue le temple au Cambodge, mais laisse des zones adjacentes contestées. Malgré des appels à la négociation, notamment de la Chine et des États-Unis, les combats ont repris dimanche, marquant la pire flambée de violence depuis 2011. Lundi après-midi, Phnom Penh et Bangkok sont parvenus à trouver un accord de cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Drame ferroviaire en Allemagne. Dimanche vers 18h10, un train express régional a déraillé dans le sud-ouest du pays, dans le land du Bade-Württemberg, faisant 3 morts et au moins 41 blessés. Une enquête est toujours en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident, mais tout porte à croire que les orages seraient à l'origine d'un glissement de terrain après les débordements des égouts. Le trafic ferroviaire de la ligne a depuis été suspendu. Certaines voix s'élèvent en Allemagne pour incriminer la vétusté des infrastructures. Le gouvernement s'est d'ailleurs engagé à investir plusieurs centaines de milliards au cours des prochaines années pour moderniser ces infrastructures. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez le dernier numéro de Politique et Éco de la saison. Pierre Bergerot a reçu le patron de Solidarité et Progrès et ancien candidat à la présidentielle, Jacques Cheminade. Ils évoquent la guerre de l'oligarchie contre les peuples. Je vous sais assez optimiste, et on y reviendra, Jacques Cheminade, sur l'avenir, comment redonner l'espoir à la société française, mais quelles seraient selon vous les causes du prochain krach? Est-ce que c'est l'avènement de ces nouvelles monnaies, crypto, stablecoins? C'est tout un système financier. Mais à la pointe de cela, il y a ces stablecoins, ces bitcoins, c'est tout ça, parce que c'est plus ou moins coordonné par les blockchains. Ça va plus vite. On ne paie pas d'impôts et on espère que les dollars que détiendront à l'étranger les gens qui achètent aux États-Unis, qui vendent aux États-Unis, les gens qui vendent aux États-Unis, que cet argent-là ira dans le réseau dollar. Or, c'est une fiction, parce que c'est un réseau dollar dans lequel il n'y a plus de production physique réelle de biens. Et nous l'avons calculé par rapport à tout le monétaire, tout le financier dans le monde. On arrive à environ 2 millions de milliards de dollars. C'est une somme énorme. Il faut compter les produits financiers dérivés. Et voilà, c'est déjà le moment de se quitter. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain et surtout, portez-vous bien. Bonsoir.